pour Géomi. Merci Maxime de me rappeler. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une conférence sur l'économie post-keynésienne en lien avec la parution de cet ouvrage-là, l'économie post-keynésienne, ouvrage qui est sorti en 2018 sous les éditions Seuil. Donc, on se retrouve avec les trois euh, co-directeurs de l'ouvrage que je vais présenter rapidement. Tout d'abord, Eric Baird, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Virginie Monvoisin, enseignante-chercheuse à la Grenoble École de Management. Et enfin, Jean-François Ponceau, professeur à l'Université de Grenoble-Alpes. Alors, je vais réexpliquer rapidement le déroulement de cette conférence. Tout d'abord, avec quelques questions introductives sur l'économie post-keynésienne en général. Ensuite, on va parler surtout d'actualité, de thématiques. Enfin, on va parler de thématiques en lien avec l'actualité. Ce sera le développement, on va dire, de ces conférences, désolé. Et enfin, on va finir avec 30 minutes de questions avec le chat sur Zoom, mais aussi également sur Twitch, parce que Mathieu Coq, on le remercie beaucoup, qui stream la conférence. Quelqu'un du pôle, Pauline, du pôle culture de Géomi, va se charger de récupérer les questions sur Twitch. Juste mettez un entre parenthèses conférence si vous voulez qu'un des intervenants réponde à votre question. Et donc, on va tout de suite commencer la conférence avec l'introduction, la première question. Alors, moi, j'ai découvert l'économie post-keynésienne avec le cours de macroéconomie cette année. Euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas évident ce courant de pensée, tout d'abord parce que moi, au début, je pensais que l'économie post-keynésienne, c'était surtout une période de l'histoire, une période qui représentait en fait les politiques après Keynes. Donc, c'est pas du tout ça, c'est un courant de pensée. Et donc, première question pour Eric Baird, qu'est-ce que c'est l'économie post-keynésienne? Bien, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Et puis, merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence sur l'économie post-keynésienne. Alors, très rapidement, parce que Jean-François et Virginie développeront après, l'économie post-keynésienne, en fait, c'est le développement, c'est un courant hétérodoxe qui se développe dans les années 50 avec des économistes comme Joan Robinson, Nicolas Caldor, qui vont utiliser ce terme de post-keynésien, et puis ça va vraiment se constituer en un courant avec ce terme-là de post-keynésien dans les années 70. En fait, donc, courant hétérodoxe, dont les piliers sont évidemment Keynes, mais aussi l'économiste polonais Michal Kalecki, et d'autres auteurs, Caldor, Robinson, que je viens de citer, mais également Minsky. Très rapidement, il y a 5 idées qui sont un peu à la base de l'économie post-keynésienne. La première, c'est l'importance donc du concept de demande effective, hein, l'idée que c'est la demande qui joue le rôle le plus important dans l'économie et la demande anticipée. Le deuxième point, c'est l'idée que l'on vit dans un monde où règne une incertitude radicale. Donc, on n'est pas dans le monde probabilisable de l'économie néoclassique, mais dans un monde où règne une incertitude radicale ou fondamentale, et que donc les décisions qui vont être prises ne reposent pas uniquement sur un calcul de probabilité, on va dire, mais sur les convictions que l'on a, les esprits animaux, tels que par exemple le disait Keynes, et sur la confiance que l'on a par rapport à ces prévisions, à ces prédictions. La troisième idée, qui découle un peu de la précédente, c'est l'idée que l'on vit dans... la modélisation va se passer dans un temps que l'on dit historique ou irréversible, hein, contrairement au modèle standard où eh bien, on a le modèle de base et puis on met telle hypothèse, si ça ne marche pas, on enlève et on refait. Chez les post-keynésiens, un point important est de dire que
le temps est irréversible, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises aujourd'hui auront des conséquences demain, et que même si on annule ces décisions, on ne reviendra pas au point de départ. Donc, c'est ce qui fonde des concepts comme la causalité cumulative, la dépendance au sentier, qui traduisent cette idée-là. Quatrième point, très important, l'économie post-keynésienne étudie des économies monétaires de production. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra après. L'idée étant que la monnaie n'est absolument pas neutre, au contraire, elle est au centre des débats, elle est liée à la production, puisque ce sont, si on relie ça au principe de demande effective, ce sont les anticipations des entreprises quant à l'investissement et à l'emploi qui vont déterminer le financement qu'elles vont obtenir auprès des institutions bancaires et financières, et donc la quantité de monnaie qui va être créée à cette occasion. Donc ça s'oppose à l'économie néoclassique qui, on pourrait dire, elle est une économie, non pas une économie monétaire de production, mais à l'inverse, une économie réelle d'échange. Et enfin, cinquième et dernière idée forte qui est à la base de l'économie post-keynésienne, c'est la question de la répartition, la répartition du revenu, notamment entre salaire et profit, et donc des conflits de répartition qui peuvent exister entre le partage salaire-profit, donc qui est plus central que la question de la croissance économique, comme ça peut être le cas dans l'économie dominante. Donc voilà très rapidement brossé les idées centrales à partir desquelles les économistes post-keynésiens vont développer leurs analyses. Et puis je pense qu'on reviendra sur un certain nombre de ces points au cours de la conférence. Donc, pour continuer dans l'introduction, une question pour vous maintenant, Virginie. Keynes affirmait que la difficulté n'était pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Et donc, vous, en tant que petit-fils de Keynes, qu'est-ce que vous retenez de Keynes et qu'est-ce qui vous différencie du keynésianisme pur? Alors, votre question est super compliquée parce que keynésianisme pur, je ne sais pas vraiment en fait de quoi il s'agit, dans la mesure où en fait Keynes a irrigué beaucoup de courants de pensée en fait. Donc il a irrigué aussi bien, alors en France, on pourrait parler de l'école de la régulation qui est pas vraiment très très loin de nous, mais aussi beaucoup plus vers les néoclassiques, le courant de la synthèse, où il y a eu plusieurs générations de courants de la synthèse, entre ce qui s'est passé tout de suite en même temps que Keynes, mais après Keynes dans les années 60 avec Malinvaud, par exemple, et plus récemment, la NEC, la nouvelle école keynésienne, dont Jean-François parlera peut-être tout à l'heure, qui là, Keynes, c'est une pensée complexe, il a eu une pensée qui a évolué avec le temps, et en fait, c'est aussi ce qui fait l'originalité des post-keynésiens. C'est-à-dire que pour les post-keynésiens, on va aller vers une approche de Keynes très large. On va prendre son œuvre en entier. On va beaucoup, certes, aller vers la théorie générale, qui est son ouvrage fondamental de référence, mais aussi les post-keynésiens s'appuient énormément sur le traité de la monnaie, qu'il a sorti en 1930, sur les articles postérieurs à la théorie générale, 1937, 38, 39, le plan de Bretton Woods. Donc, il y a une approche très globale et critique. Donc, il y a à la fois ce travail d'exégèse où les post-keynésiens vont faire les râles bibliothèques réellement, mais aussi on est dans un rapport, voilà, là ça va pas, mais oui, ça c'est bien, et il y a une relecture très en profondeur de l'œuvre de Keynes. Donc, à partir de ça, alors, quels sont les points fondamentaux? Eric a parlé des 5 piliers de l'économie post-keynésienne, mais les 3 idées que les post-keynésiens vont vraiment retenir de Keynes, c'est d'abord son approche qui est en rupture avec aujourd'hui ce qu'on appellerait l'individualisme méthodologique. Keynes, c'est une approche holiste.
il a une approche globale, macroéconomique, ce qui est une rupture, hein, puisque, faut le rappeler quand même, hein, donc, il vient de là et pourtant il est en rupture par rapport à cet héritage. Il a mis du temps, hein, mais voilà, l'agrégation ne suffit pas à comprendre l'économie. Donc, première idée très forte reprise par les post-keynésiens, c'est l'idée de macroéconomie hédonisme. Ensuite, il y a la question que Eric a commencé à aborder du temps historique et de l'incertitude. Et chez Keynes, c'est absolument fondamental, parce que là aussi, on va être en rupture avec l'idée de rationalité comme les néoclassiques la conçoivent, parce que le temps est historique, le temps se déroule, il y a un futur, il y a un passé, donc comment on fait des choix, des décisions, c'est très compliqué. Probabilité. Et il vient de la philosophie et comment je perçois les choix. Donc, ce n'est pas anodin quand il va sur l'incertitude, hein, il sait de quoi il parle. Et puis, autre idée également qui est très importante pour les post-keynésiens, et c'est ce qu'on a essayé aussi de retranscrire dans la dernière partie de l'ouvrage, c'est que la science économique n'est pas qu'une science économique, c'est aussi une position politique. Et là-dessus, les post-keynésiens entendent évidemment proposer des politiques économiques menées dans la réhabilitation de ce qu'est l'État, mais pas l'État en tant qu'administration, comme les néolibéraux nous le laissent entendre. C'est vraiment l'État entrepreneur, c'est l'État qui oriente l'économie, c'est l'homme d'État, comme dirait l'un de mes collègues de Bordeaux. Et c'est cette idée que la politique économique impulsée par l'État a une qualité parce que le marché est insuffisant. C'est cette idée-là derrière, le marché est insuffisant pour coordonner l'économie. Il y a des marchés. Donc, ce sont ces idées-là que les post-keynésiens vont essayer de creuser, de développer dans leur programme de recherche. Merci pour votre réponse, Virginie Monvoisin. J'ai une question pour Jean-François Ponceau. Aujourd'hui, on parle, enfin, Keynes, il y a beaucoup de courants, néo-keynésianisme, enfin, nouvelle économie keynésienne, on ne se retrouve plus. Quelle est la différence entre les post-keynésiens et notamment les néo-keynésiens, ou encore la nouvelle économie keynésienne? Oui, alors je vais répondre à votre question, mais tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation. Et je trouve que c'est une super initiative de la part des étudiants. Ça a été souligné par vos professeurs qui, je le rappelle, sont aussi et surtout des contributeurs essentiels de l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, hein. Je pense notamment à Dany, à Jonathan et à d'autres. Sans eux, cet ouvrage n'existerait pas, hein. Donc bravo à eux et puis merci à eux d'avoir des étudiants comme vous qui prennent ce type d'initiative. Alors sur les post-keynésiens et la nouvelle économie keynésienne, pour faire simple, on peut dire que les post-keynésiens, ce sont les héritiers directs et fidèles à Keynes. Alors que la nouvelle économie keynésienne, ce sont plutôt des économistes qui sont inspirés en partie par Keynes sur certains éléments et qui vont toujours essayer de faire une synthèse avec l'économie néoclassique. Alors c'est un peu simplificateur, mais finalement ça reflète bien les choses. On peut considérer qu'il y a eu plusieurs tentatives de synthèse entre l'approche de Keynes et l'approche néoclassique. Il y a celle que tous les étudiants connaissent très bien, c'est le modèle ISLM dans le sillage de X. C'est ce qu'on enseigne encore aujourd'hui, même si ce modèle est vraiment dépassé pour les post-keynésiens. C'est la première tentative de synthèse ou de récupération de certains éléments de Keynes par la théorie néoclassique, on va dire. La deuxième expérience, c'est celle qu'a soulignée Virginie, hein, notamment Malinvaud en France, avec la théorie du déséquilibre. Donc là, on est plutôt sur les années 1950-60. Et puis, plus récemment, il y a eu une tentative de synthèse beaucoup plus puissante, beaucoup plus influente, qui est celle qui a été réalisée, on va dire, dans les années 1990 et au début des années 2000. Certains collègues post-keynésiens appellent ça le New Consensus, c'est-à-dire le nouveau consensus en macroéconomie. En fait, c'est vraiment la macroéconomie la plus influente sur les recherches en économie,
sur les manuels d'économie, mais aussi sur les politiques économiques dans les années 2000 enfin les années 90 et surtout les années 2000. Ce nouveau consensus, en fait, c'est une synthèse entre quoi et quoi? Entre la nouvelle économie keynésienne qui a été largement développée dans les années 80-90, qui s'appuie essentiellement sur l'approche en termes d'asymétrie d'information. Donc ce sont des keynésiens, mais très éloignés de Keynes en réalité, et ils vont fusionner en quelque sorte leur programme de recherche avec la nouvelle économie classique, que ça soit l'approche en termes d'anticipation rationnelle des années 70 ou les approches en termes de cycle d'économie réelle des années 1980. Ils vont finalement arriver à se mettre d'accord sur une espèce de macroéconomie consensuelle qui va influencer des politiques économiques de type ciblage d'inflation, politiques d'austérité, hein, qui ont prévalu, on va dire, dans les années 2000 et début des années 2010. Alors, heureusement pour les post-keynésiens, ce nouveau consensus, il a commencé à voler en éclats sérieusement après la crise financière globale, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années. Pourquoi? Parce que chez les néo-keynésiens, dans la nouvelle économie keynésienne plus précisément, certains représentants de ce courant se sont un peu, on va dire, radicalisés et par leur position, finalement, ont rejoint des diagnostics et aussi des préconisations qui sont très proches des post-keynésiens. Typiquement, Stiglitz, Krugman, Olivier Blanchard, qui, au sein du FMI, a réhabilité le rôle du multiplicateur budgétaire. Tous ces économistes de la nouvelle économie keynésienne, finalement, sont arrivés parfois à se rapprocher très fortement des post-keynésiens purs et durs, héritiers directs de Keynes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'ils sont devenus post-keynésiens? On ne peut pas dire ça, parce qu'en réalité, ils restent quand même attachés dans leur programme de recherche à des hypothèses qui fondent le programme de recherche orthodoxe. Et je trouve que celui qui résume le mieux le positionnement de ces économistes de la nouvelle économie keynésienne, c'est Marc Lavoie. Il utilise une expression pour qualifier ces économistes. Il les appelle des économistes dissidents du mainstream. C'est-à-dire ils sont toujours dans le mainstream, ils sont toujours dans l'orthodoxie, pour faire simple, mais comme ils sont critiques, eh bien, ils rejoignent très souvent les post-keynésiens, par exemple sur la critique de l'austérité budgétaire à partir de 2009, sur la remise en question de la libre circulation des capitaux, et sur tout un ensemble de propositions qui finalement ont toujours été développées par les post-keynésiens. Voilà, donc pour faire simple, on peut considérer qu'il y a la nouvelle économie keynésienne qui est toujours dans une tentative de synthèse avec l'école néoclassique, et puis les post-keynésiens qui cherchent toujours à rester fidèles à Keynes, parfois même peut-être trop fidèles à Keynes. Merci beaucoup. Et donc une dernière question pour finir l'introduction pour vous, Monsieur Baer. Keynes a été nommé en 2008 par le New York Times homme de l'année. Minsky a été cité plus de 30 fois dans The Economist, sachant qu'il n'avait été cité qu'une seule fois avant sa mort. On a une prise de conscience de l'économie mainstream, des failles qui apparaissent, avec par exemple Krugman qui affirme que tout ce qui a été fait ces 30 dernières années a été particulièrement inutile. Est-ce que vous pensez qu'on va assister dans les prochaines années à un moment post-keynésien? Alors, des moments post-keynésiens, effectivement, il y en a régulièrement, et c'est à chaque fois en période de crise. Donc, on a l'habitude de dire que, voilà, en crise, tout le monde devient keynésien, parce que effectivement, quand l'économie privée, quand la sphère privée rentre en récession, les ménages consomment moins, les entreprises investissent moins, eh bien, l'activité économique privée se réduit. Et s'il n'y a pas l'État qui vient soutenir, au contraire, qui, lui, se met à dépenser, à investir, à soutenir l'activité, l'économie s'effondre encore plus. Donc, ça a été fait rapidement lors de la crise financière de 2007-2008, puisque dès 2011, notamment en Europe, on a remis un tour de vis budgétaire, d'austérité budgétaire, qui, du coup, a fait que l'économie européenne est restée assez atone tout au long de la dernière décennie. Aujourd'hui, est-ce qu'on va retenir les leçons du passé? Bon, il faut l'espérer. Si on était vraiment keynésien, bien, on ne le serait pas uniquement en temps de crise, et justement, on le serait hors crise pour prévenir, pour empêcher les crises et pour, si elles arrivent,
en limiter, en limiter l'ampleur. Donc, après, évidemment, faire des pronostics est toujours difficile. Hein. On a eu la politique du quoi qu'il en coûte. C'est très keynésien, ça, hein, le quoi qu'il en coûte. Sauf que pas mal de voix, on entend pas mal de voix aujourd'hui nous dire que, bon, OK, c'était quoi qu'il en coûte, mais maintenant, il va falloir se mettre à rembourser et donc un peu à serrer la vis. Et donc, on commence du côté des gouvernements inspirés par le néolibéralisme à nous préparer à de futures cures d'austérité, ce qui serait en la matière dramatique. Asiao, on t'entend pas. Hein. Ah merde, ok. Merci pour votre réponse, Monsieur Egbert. On va donc logiquement continuer sur le premier thème, qui est la question de la crise. Alors, je vais citer Joseph Stiglitz, qui a publié un ouvrage en 2010, Le triomphe de la cupidité, où il critique, où il analyse la crise de 2008. Il dit notamment la surprise en 2008, c'est qu'elle a tant surpris. Moi, je dirais que les post-keynésiens n'étaient pas tant surpris que ça. Minsky a notamment travaillé sur la question de l'instabilité financière dans les années 70. Donc, nous, on a envie de vous poser une question, enfin, en particulier à Jean-François Ponceau. Est-ce qu'il y a une crise à venir d'où elle pourrait, d'où elle pourrait venir et comment l'éviter ou au contraire, on fonce droit dedans? Bon, je m'appelle pas Madame Soleil, mais je veux bien essayer de faire des prédictions. Bon, avant de faire des prédictions, regardons ce qui s'est passé avec les crises récentes. Bon, vous l'avez rappelé, 2007, 2008, 2009, on a une crise financière. Minsky revient à la mode. Hein, Minsky, on redécouvre Minsky pour ceux qui le connaissaient un petit peu, qui l'avaient oublié, et certains vont carrément le découvrir. C'est-à-dire ils n'avaient jamais entendu parler de Minsky, puis tout d'un coup, ils s'aperçoivent que son approche en termes d'hypothèse d'instabilité financière, ça peut avoir du sens pour comprendre les fragilités financières que le capitalisme financiarisé finalement favorise. Bon. La crise actuelle, la crise Covid, c'est un peu différent. On n'est pas dans une crise financière de premier abord en tout cas. On est dans une crise totalement inédite qui est très très différente, mais qui a évidemment un impact économique considérable et qui fragilise les positions financières de certains agents économiques, qui étaient déjà certains en fragilité. Et donc, on peut considérer que si on va vers une nouvelle crise, elle sera sans doute de nature financière également, dans la mesure où on a depuis 12 ans favorisé un expansionnisme monétaire qui a eu, qu'on a eu raison d'activer parce qu'on n'avait pas trop le choix, mais qui a eu quand même des effets collatéraux dommageables, notamment la formation de bulles, la survalorisation d'actifs, qui de toute façon aujourd'hui sont complètement déconnectés de l'économie réelle. Et donc il y a un moment, il est évident que dans ce type de formation de bulles, à un moment donné où ça se termine toujours, et quand ça se termine, les bulles, ça se finit toujours mal, quoi. Il y a aussi le fait que sur la dette, il y a un problème avec la dette. Alors attention, quand je dis il y a un problème avec la dette, il y a un problème avec la dette publique, mais uniquement dans certains pays en développement. C'est-à-dire que la crise Covid, avec les conséquences que ça peut avoir en termes de pays de croissance et puis de modification des flux commerciaux et des flux financiers internationaux, va entraîner ou accélérer les crises de dette souveraine dans certains pays en développement. Ça a déjà commencé avec la Zambie il y a quelques mois. En Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont en situation financière très compliquée. Et il est évident que là, il va falloir trouver des solutions très rapidement pour éviter des défauts de nombreux pays en développement sur leurs dettes. Donc là, il y a vraiment un vrai souci. Et quand en plus, il y a plusieurs pays en développement qui font défaut sur leurs dettes, souvent, il y a un effet systémique qui s'enclenche et d'autres pays qui finalement étaient seulement un petit peu fragiles vont devenir très fragiles et tomber dans la crise financière. Et puis enfin, dernier élément de fragilité financière important, c'est la dette privée. On se focalise toujours sur la dette publique, mais le principal problème aujourd'hui, en tout cas surtout dans les pays de l'OCDE, c'est la dette privée. Pas seulement par son montant, mais plus effectivement par sa soutenabilité et surtout la fragilité financière que peuvent avoir certains agents économiques qui étaient déjà fragilisés et qui aujourd'hui se retrouvent en situation d'insolvabilité. Là, je trouve que l'approche de Minsky,
est vraiment très utile pour comprendre comment certains agents aujourd'hui se retrouvent en position très compliquée et seront amenés de toute façon à faire défaut, à faire faillite s'il s'agit d'entreprises dans les mois, les années qui viennent. Donc, il y a quand même beaucoup de chance, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont réunis pour qu'on ait à nouveau une crise, et une crise de nature financière. Vous avez commencé du coup à parler de la dette publique et donc ça va être l'objet du prochain thème et ça va être l'occasion pour nous, pour revenir, de faire un petit peu de pub sur l'ouvrage qui a été récemment publié par le collectif des économistes atterrés, la dette publique. Et donc notre question, c'est de revenir sur la proposition d'annuler la dette publique qui revient beaucoup à l'ordre du jour et savoir qu'est-ce que vous en pensez et quel serait le rôle de la dette selon vous. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un débat qui s'est engagé depuis environ un an sur la question de la dette publique. Alors ce qui est très bien, parce que ça permet de redécouvrir l'utilité de la dette publique et l'utilité donc de la politique budgétaire qui est au cœur de l'analyse keynésienne et post-keynésienne. L'idée que la politique budgétaire doit être un peu le moteur de la politique économique et que la politique monétaire doit accompagner cette politique budgétaire. Alors, avant de voir ce qui oppose les annulationnistes, comme on les appelle, des non-annulationnistes, je préférerais quand même mettre l'accent sur ce qui les rassemble, parce qu'il y a beaucoup plus de choses, à mon sens, qui les rassemblent que de choses qui les opposent. Comme l'a dit Jean-François à l'instant, le fait que la dette publique, c'est utile. Et je dirais même qu'elle est non seulement utile, mais aussi très largement soutenable. Alors, dans les pays dits développés, effectivement, dans un certain nombre de pays en développement, la situation est différente, mais elle est différente aussi parce que ces pays-là ne s'endettent pas dans leur propre monnaie. Et donc, pour rembourser, évidemment, ils ne peuvent pas avoir l'appui de leur banque centrale pour éventuellement les aider. Donc, la question ne se pose pas de la même façon. Mais pour les pays, pour les États-Unis, pour les pays de l'Union européenne, pour le Japon, etc., la dette est tout à fait soutenable et je dirais même qu'elle est utile. Redire ça, ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que lorsque on est dans des situations de crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, crise sanitaire, où, alors là, bon, il y a un événement particulier avec ce virus, mais où l'activité privée est complètement déprimée, si les États ne viennent pas à la rescousse et ne soutiennent pas l'activité économique, eh bien, ce n'est pas du moins 8% de croissance qu'on aurait eu en France en 2020, mais ça aurait été beaucoup plus. Donc là, ça aurait été bien plus grave. Donc, la politique budgétaire est importante et donc la politique de soutien, d'investissement de l'État est importante. Et notamment pour financer, pour soutenir l'activité dans la crise, mais pour financer aussi la fameuse transition écologique qui va demander des sommes extrêmement importantes. Donc, là, il y a un accord là-dessus. Il y a un accord pour aussi repousser les politiques d'austérité que certains voudraient remettre au goût du jour. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut profiter de taux d'intérêt extrêmement faibles sur la dette publique, notamment par exemple dans les pays de l'Union européenne et pour la France en particulier. La France, l'État français peut s'endetter à des taux d'intérêt négatifs jusqu'à des échéances allant à 10 ans. Donc, ça veut dire que l'endettement ne coûte rien. Bon. D'ailleurs, sur les 10 dernières années, la dette publique française a quasiment augmenté de 1 000 milliards d'euros. En revanche, ce qu'elle nous coûte, la charge de la dette, donc c'est le paiement des intérêts sur la dette année après année, lui a diminué dans la même période de 14-15 milliards d'euros. Donc la dette, le stock augmente, c'est assez contre-intuitif, mais le coût réel, lui, diminue, précisément à cause des taux d'intérêt faibles, qui devraient nous inciter justement à nous en servir pour lancer des grands programmes d'investissement public pour financer la transition écologique. Alors,
là où se fait l'opposition, de mon point de vue, c'est principalement sur la stratégie politique. Les partisans de l'annulation mettent en avant l'idée que, eh bien, annuler, alors quand ils parlent d'annulation, c'est annuler la partie de la dette publique détenue par la BCE, pour la France, détenue par la Banque de France. C'est uniquement ça, ce n'est pas l'annulation des titres de dette détenus par des créanciers privés. Donc l'idée est de dire, bien, si on annule cette partie-là, qui représente à peu près aujourd'hui 25% de la dette dans le cas de la France, eh bien, ça permet d'économiser. Alors, au niveau de l'Union européenne, je crois, mes collègues me corrigeront, mais je crois que ça fait aux alentours de 2000 à 2500 milliards d'euros qui pourraient, donc qui ne seraient plus à rembourser et qui pourraient être qui pourraient être utilisés pour justement cette transition écologique. Dans le livre sur la dette publique que vous avez eu la gentillesse de rappeler, dont un de vos professeurs est co-auteur avec moi, Jonathan Marie, et avec nos collègues Léo Charles, Arthur Jattot et Alban Pellegris, des économistes atterrés, parce qu'on était 5 sur ce livre. Mais nous, on avançait plutôt, on ne s'inscrit pas dans cette logique de l'annulation de la dette parce que, bon, il nous a semblé que ce n'était pas la question la plus urgente, a fortiori dans une période de taux d'intérêt extrêmement faible, et que, je condense parce qu'on n'a pas trop le temps, mais que ça sous-entendait, même si ce n'est évidemment pas le cas de ceux qui prônent l'annulation, mais il me semble que ça donne un argument à nos adversaires, économistes néolibéraux, pour dire que bien, si on veut annuler la dette, c'est qu'elle pose un problème, c'est que la dette publique est un problème. Or, la dette publique n'est pas un problème. Bon, il y a d'autres arguments. Là, pour le coup, je laisserai Virginie et Jean-François peut-être réagir ou compléter, parce que sur ce point-là, on a une vision qui n'est pas tout à fait raccord. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est la question de la dette privée qui, elle, oui, pose énormément de problèmes parce qu'à la différence de la dette publique, un État, on dit qu'il peut faire rouler sa dette. C'est-à-dire que comme il a une durée de vie infinie, quand des titres arrivent à échéance, eh bien, l'État peut émettre de nouveaux titres. C'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui explique ce phénomène que la dette publique a augmenté au cours des 10 dernières années, mais que la charge de remboursement a diminué parce que des titres à des taux d'intérêt plus élevés arrivent à échéance et ont été remplacés par des titres avec des taux d'intérêt beaucoup plus faibles. Donc le stock de la dette, OK, a pu augmenter, mais la charge diminuée. Donc l'État, il peut faire rouler sa dette. Donc ça, c'est intéressant, évidemment, tant que les taux d'intérêt ne remontent pas en flèche, mais a priori, je ne vois pas pourquoi la Banque centrale déciderait de remonter ses taux d'intérêt. Ça serait totalement suicidaire dans la période, et je pense que ce serait suicidaire pour encore quelques années, voire même peut-être une dizaine d'années. Donc, a priori, je ne crains pas trop une remontée importante des taux d'intérêt. Mais en revanche, le secteur privé, que ce soit les ménages ou les entreprises, eux ne peuvent pas faire rouler leur dette éternellement. Des entreprises qui sont surendettées, eh bien, les créanciers ne vont plus lui prêter et donc vont précipiter sa faillite. Des ménages surendettés, on ne va pas leur prêter et donc on va les plonger dans des problèmes importants. Donc, c'est ça l'élément le plus important. Mais là, je laisse peut-être mes collègues et amis réagir puisque je sais que nous ne partageons pas tout à fait la même position puisque nous avons signé des tribunes différentes, notamment, parce que vous avez peut-être suivi 2 tribunes dans Le Monde qui sont sorties de 150 économistes d'un côté demandant l'annulation de la dette, notamment Thomas Piketty, Gaël Giraud et d'autres, et puis une autre tribune de 80 économistes. Alors, je dirais que la valeur ne dépend pas du nom, puisque je signais la deuxième, comme Dany, je crois, ou Jonathan. Mais Jean-François a signé la première. Jean-François a signé la première, et voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que sur quand même un certain nombre de choses, on se retrouve, mais sur la stratégie, voilà, il y a peut-être des divergences. Peut-être que Jean-François veut rajouter un mot là-dessus.
T'entends pas, Jean-François. Oui, je disais peut-être que Virginie veut compléter parce qu'en fait, il me semble que tous les deux, vous avez à peu près le même point de vue. Non, non, moi, Eric a tout dit. Et effectivement, on est dans le même camp. Bon, alors oui, moi je fais partie de ceux qui ont signé la première tribune en faveur de l'annulation d'une partie de la dette. Alors, je voudrais rappeler qu'il s'agit, comme le titre de cette tribune l'indiquait, d'une première étape, hein. Il ne s'agit pas de concevoir cette mesure comme la mesure miracle qui va tout changer du jour au lendemain, pas du tout. C'est une première mesure qui peut avoir un impact. Alors, on n'est pas forcément tous d'accord sur les arguments, mais on est d'accord sur l'idée que ça pourrait créer un électrochoc politique et obliger tout d'abord de revenir sur l'indépendance de la Banque centrale, qui nous paraît, là je crois qu'on est tous d'accord, complètement dépassée, et ce qui permettrait ensuite d'entériner ce que les post-keynésiens préconisent depuis toujours finalement, hein, la possibilité pour la Banque centrale de faire du financement monétaire du déficit budgétaire. Et moi, j'avais vu une première version qui me plaisait pas beaucoup, mais j'ai bien aimé la seconde version. Et comme d'autres post-keynésiens ou proches des post-keynésiens, hein, comme Steve Keen ou Dominique Pillon, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, cette histoire d'annulation de dette auprès de la Banque de France, parce que ça permettrait véritablement de passer à autre chose. Et il faut des électrochocs politiques. Faut rappeler qu'en réalité, les grandes réformes monétaires, elles sont jamais issues de réflexions d'économistes uniquement. Ce sont souvent des décisions politiques. Hein, prenons par exemple le passage à l'euro. Le passage à l'euro, ça a été une décision politique. Ça a été un deal entre la France et l'Allemagne à la fin des années 80, début des années 90. Et finalement, après, on a essayé de trouver des arguments économiques qui permettaient, en quelque sorte, de valider ça. Alors, puisqu'on parle des post-keynésiens ce soir, force est de reconnaître que les post-keynésiens accordent beaucoup d'importance à la dette publique. La dette publique n'est pas un problème. Il me semble que beaucoup de ceux qui ont signé la tribune en faveur de l'annulation de la dette considèrent que la dette publique n'est pas un problème, hein. Donc, en fait, on se rejoint très, très largement, hein. Néanmoins, bon, voilà, je pense que ce débat, de toute façon, il a pris une mauvaise tournure pour différentes raisons, notamment parce qu'en fait, chaque camp a un peu radicalisé ses positions au fur et à mesure du débat. Et puis surtout, chaque camp, certains représentants des camps, a commencé à essayer de dire, dans l'autre camp, voilà ce que vous dites, ou voilà ce qu'on peut déduire de votre proposition. Et je pense que c'est une façon de mener un débat qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans un débat, dire oui, mais si tu dis ça, ça veut dire que. Ça veut dire que peut-être avec ton raisonnement, mais pas forcément. Si on prend la cohérence interne de celui qui défend cette position, ça ne tient pas. Donc, pour moi, le débat il était un peu faussé. Je ne suis pas du tout étonné que la plupart des post-keynésiens soient des anti-annulationnistes. Ça me paraît évident, parce que les post-keynésiens sont un peu. Alors, attention, hein, je ne veux pas faire de la provocation, pas du tout. C'est un peu des intégristes de la dette publique, hein. C'est le courant qui est le plus favorable à la dette publique. Bon, moi, je vois ça plutôt positivement, hein. Mais c'est vrai que parfois, il y a peut-être un pragmatisme qui n'est pas forcément très évident chez certains post-keynésiens quant à l'évolution des banques centrales. Si on regarde l'histoire des banques centrales, les banques centrales, elles ont toujours évolué, leur mandat a toujours évolué, et le rôle d'une banque centrale, c'est d'être au service de l'économie et de la société. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La BCE n'est pas au service de l'économie et de la société, et donc il faut absolument la faire évoluer de par ses statuts. Et une façon de la faire évoluer, c'est de créer des électrochocs de type l'annulation. Voilà. Après, les arguments des uns et des autres, dans le premier camp et dans le deuxième camp, on retrouve des économistes qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, hein, ils se retrouvent sur une proposition. Mais encore une fois, Eric l'a dit et il a raison de le dire, on est d'accord sur l'essentiel, hein. L'essentiel, c'est de faire évoluer à la fois la politique budgétaire, en ayant une politique budgétaire beaucoup plus ambitieuse, et de faire évoluer aussi la politique monétaire et le rôle de la Banque centrale, de façon à ce qu'on puisse avoir aujourd'hui des politiques économiques qui répondent aux priorités de notre époque, hein, c'est-à-dire éliminer le chômage de masse, réduire les inégalités et favoriser la transition écologique. Voilà.
Merci beaucoup pour vos deux réponses, Héribert et Jean-François Ponceau. Ça a été un peu long, c'est vrai. Du coup, ce serait bien enfin, pour les prochains thèmes, de Plus répondre court. environ 5 minutes par question, j'ai envie de dire, environ. Du coup, prochain thème serait sur la question de la monnaie. La question de la monnaie. On a eu en 2019 enfin, l'an dernier, plutôt en 2020, avec la crise sanitaire, on a eu beaucoup de pays qui ont mis en place des politiques de quantitative easing pendant la crise sanitaire. Et nous, on voulait connaître votre point de vue post-keynésien et si c'est une réponse adaptée à la situation. Et demande à Virginie et mon voisin de répondre à cette question. En fait, je vais prolonger ce qui vient d'être dit. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc, petit point théorique, tout simple. Chez les post-keynésiens, tout à l'heure, Eric l'a dit, on est en économie monétaire de production. Donc, votre connexion bug, je crois. Du coup, oula. On n'entend pas du tout. Ouais, ça vous coupe. m'entendez? Oui, ça coupe parfois. On peut passer au thème suivant en attendant de retrouver une bonne connexion. Donc, le prochain thème, c'est une question pour vous, Jean-François Ponceau. Keynes affirmait que les deux vices marquants de l'économie, c'était d'une part que le plein emploi n'était pas assuré et d'autre part l'inégalité des répartitions de richesses. Aujourd'hui, en pandémie et en crise, etc., on entend beaucoup que le chômage explose, que les inégalités sont plus fortes que jamais. Est-ce que la situation elle est aussi catastrophique que ce que l'on entend? Et qu'est-ce que les économistes post-keynésiens prônent pour cette situation? Je vais essayer de vous répondre en moins de 5 minutes, c'est pas évident. Oui, alors chez Keynes, effectivement, il y a cette idée. Enfin, Keynes, il est connu pourquoi? Essentiellement parce qu'en fait, dans les années 1930, il a proposé une théorie de l'emploi et des solutions pour résoudre le chômage de masse qui étaient complètement différentes de celles qui étaient préconisées par les autres économistes, hein. Et ça c'est quand même une sacrée révolution. Bon. En même temps, il était très attaché aux questions d'inégalité et ce qu'on appellerait aujourd'hui les questions de redistribution, puisqu'il parlait beaucoup d'euthanasie des rentiers, hein. C'est un terme qui paraît un peu violent aujourd'hui, mais en réalité, c'est pas du tout violent. Ça signifie simplement que les rentiers ont un rôle nocif dans l'économie et nocif pour la société d'aujourd'hui. Et déjà, c'était déjà le cas à l'époque de Keynes, hein. Il y a deux questions dans votre question, c'est l'actualité et puis les solutions des post-keynésiens. Bon, pour faire simple, chez les post-keynésiens, pour le chômage de masse, évidemment, la solution, ça consiste pas à baisser les salaires ou à traverser la rue pour trouver un boulot. C'est évidemment pas ça le problème du chômage. Le problème du chômage, c'est un problème d'insuffisance de la demande effective. Et pour résoudre le chômage, bah, c'est le principe de la demande effective, hein. Il faut essayer d'augmenter le niveau de la demande effective pour augmenter le niveau de l'emploi. Et on a donc besoin de l'État qui va ajouter à la demande de consommation privée et la demande d'investissement privé une demande additionnelle qui va permettre de générer une activité, donc de l'emploi, et finalement de relancer l'économie et de résoudre le problème de chômage de masse. Donc ça, c'est vraiment le modèle vraiment hyper basique de la demande effective de Keynes. Les post-keynésiens ont prolongé évidemment cette approche-là. Il y a aussi des propositions assez intéressantes qui ne sont pas forcément toujours partagées par les post-keynésiens. Certains y sont très attachés, d'autres moins. Je vais donner deux exemples. La question de la réduction du temps de travail, hein, c'est quand même quelque chose qui réunit globalement les post-keynésiens, même si certains sont un peu réticents là-dessus. Et puis, il y a la théorie de l'État employeur en dernier ressort, qui est défendue par la MMT, hein, par les théoriciens de la MMT, qui, là encore, ne reçoit pas l'aval de tous les postes keynésiens. Certains y sont favorables. Je sais que Dany est très favorable, d'autres beaucoup moins. C'est l'idée que l'État pourrait effectivement employer provisoirement les particuliers qui n'ont pas d'emploi. Donc voilà des solutions assez intéressantes chez les postes keynésiens avec des solutions assez innovantes. Sur les inégalités, ce qui est intéressant chez les postes keynésiens,
c'est ce qu'ils ne se contentent pas de dire que la fiscalité va permettre de résoudre le problème des inégalités, qui est une approche, on va dire, très en vogue aujourd'hui. La fiscalité, c'est pas suffisant. La fiscalité, ok, c'est un instrument de redistribution, très bien, mais c'est pas que ça. Les post-keynésiens préconisent aussi une augmentation des salaires. Ils sont contre l'austérité salariale, ils considèrent que l'austérité salariale est une catastrophe. Ce matin, j'entendais notre collègue Philippe Askenazi, qui n'est pas un post-keynésien, mais qui finalement avait un argument post-keynésien. Il disait ceci, il disait si on augmente les salaires des emplois précaires, eh bien, ces services qui sont offerts par ces salariés précaires, ça va entraîner une hausse du prix des services, mais cette hausse du prix des services, elle n'impacte pas beaucoup les ménages aisés qui utilisent ces services. Par exemple, si on prend le recours d'une femme de ménage ou d'un professeur à domicile, si le salaire horaire passe de 20 € à 25 €, ça ne va pas beaucoup impacter la famille qui emploie cette personne. En revanche, c'est clair que ça va générer un surcroît de pouvoir d'achat pour la personne qui était payée seulement 20 € de l'heure. Et on a ici un effet redistributif uniquement lié à la hausse des salaires, ce qui montre bien que la fiscalité, c'est pas le seul remède. Un autre élément aussi qui est mis en avant par les post-keynésiens, c'est l'idée qu'il faut s'attaquer aux intérêts de la finance privée. Dans le capitalisme financiarisé, on a aujourd'hui véritablement une répartition qui est inéquitable. Donc, il faut aussi s'attaquer à ça, c'est-à-dire il faut absolument se débrouiller pour que le partage de la valeur ajoutée, entre guillemets, soit plus favorable à la rémunération du travail et peut-être moins favorable à la rémunération du capital. Il y a une règle d'or qu'on a complètement oubliée, c'est l'idée que normalement les salaires réels ils doivent augmenter en fonction des gains de productivité du travail, et force est de constater que ce n'est pas toujours vérifié aujourd'hui. Alors pour terminer sur l'actualité, très brièvement, est-ce qu'aujourd'hui la situation est si grave? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la crise Covid a augmenté les inégalités et va continuer à les accroître. Juste un exemple. Récemment, on nous a parlé de l'augmentation de l'épargne des ménages français pendant cette crise Covid. On considère qu'il y a 200 milliards d'euros supplémentaires d'épargne en un an chez les ménages français. Mais évidemment, cette épargne, elle n'émane pas de tous les ménages. Si on prend les 25% les plus aisés, on considère qu'en moyenne, ils ont pu épargner en plus 10 000 €, alors que si on prend les 25% les plus précaires, le surcroît d'épargne est quasi nul. Il est de 218 €, mais en réalité, c'est juste une moyenne qui ne veut rien dire. En réalité, il y a beaucoup de ménages qui, avec la crise Covid, sont devenus hyper endettés. Donc, la crise Covid, c'est clair qu'elle a augmenté les inégalités. J'ai donné juste des exemples de l'épargne, mais on aurait pu en donner d'autres sur les salaires, sur les emplois, notamment les emplois dans l'artisanat et chez les commerçants. On n'entend pas Xiao. Désolé. Merci pour votre réponse, Monsieur Ponceau. Du coup, j'aimerais revenir sur le thème précédent, la monnaie. Est-ce que Virginie, mon voisin, peut répondre? Je rappelle les deux questions. Tout d'abord, rappeler rapidement qu'est-ce que c'est une politique de quantitative easing et est-ce qu'une réponse adaptée et l'avis des post-keynésiens sur cette. Alors, le quantitative easing, c'est une politique monétaire qu'on a mis en place suite à la crise financière de 2008. Donc, aux États-Unis, dès 2008, et puis en Europe, enfin, en tout cas dans la zone euro, à partir de 2015. Donc, ça consiste en gros à injecter beaucoup de liquidités en faisant des taux d'intérêt bas, en assouplissant les conditions quantitatives et qualitatives de refinancement des banques, et puis en changeant les procédures. Bon, bref. Alors, là, c'est vrai qu'avec la crise de la Covid, alors que ces programmes étaient en train d'être arrêtés ou s'étaient déjà arrêtés aux États-Unis, on a renoué avec ces politiques de quantitative easing. Alors, ça permet de stabiliser le système financier, ça c'est certain.
Hein, il y a une offre de liquidité, donc ça c'est très bien. Ça permet, grâce à l'évolution des procédures de financement, en tout cas, maintenir tant bien que mal des bilans bancaires pas trop, j'allais dire toxiques, pas trop pourris, c'est-à-dire ça permet d'assainir un petit peu tout ça. Et puis même, on en est venu à monétiser la dette publique. On a évoqué ça tout à l'heure avec la dette de l'État. Bon, voilà. Il y a plein maintenant de possibilités où que la Banque centrale soutienne directement ou indirectement le déficit public. Alors, qu'en pensent les post-keynésiens? Donc, j'étais partie à ça tout à l'heure. En fait, si on reprend simplement la théorie toute simple, hein, c'est-à-dire que ça a été évoqué par Eric et par Jean-François, la monnaie donc est créée pour les post-keynésiens, et c'est l'une de leurs très grandes originalités. Elle est créée parce qu'il y a des crédits, il y a des demandes de crédit privé. Et donc, cette demande de crédit privé, elle va émaner de la demande effective, c'est-à-dire c'est parce que les entreprises, elles ont des choses à faire, etc. Donc, ces demandes de crédit et la création monétaire, elle est dépendante de la demande effective. Donc, du coup, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'en fait, ce qui est important, c'est le niveau de demande effective et pas tant la quantité de monnaie. Certes, la quantité de monnaie, elle est importante pour stabiliser le système, etc. Mais en gros, chez les post-keynésiens, la politique monétaire, c'est un petit peu, je ne veux pas dire que c'est un cinquième roue du carrosse, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, Eric l'a dit, c'est vraiment la politique budgétaire, parce que l'État va orienter vers telle ou telle activité. Jean-François a parlé des inégalités, mais c'est bien l'État parce que l'État est élu. C'est aussi l'un de mes points de désaccord avec l'annulation de la dette, c'est que voilà, l'État, lui, est élu et lui est force de proposition. Alors que si on va sur quelque chose de l'annulation, etc., et éventuellement que ça passe par les banques centrales, moi, je ne suis absolument pas convaincue. Bref, donc, pour résumer, le quantitative easing, c'est bien pour essayer de stabiliser le système, mais on le sait depuis longtemps, chez les keynésiens, les post-keynésiens, ce n'est vraiment pas l'outil de politique économique à privilégier. Merci beaucoup. Et donc, on passe au thème suivant. Comment faire une conférence sur penser le monde de demain sans aborder le thème de l'écologie. Et donc, Eric Baird, vous pouvez nous dire quel est le point de vue de l'économie post-keynésienne sur ce thème-là. On sait qu'elle a tardé à proposer un point de vue consensuel à ce sujet. Est-ce que vous arrivez à être d'accord entre vous Alors oui, vous avez raison de rappeler que sur cette question-là, la question écologique, les questions du développement soutenable, les post-keynésiens étaient un peu à la traîne. Alors ça peut s'expliquer par le fait que c'est un courant de pensée qui s'est construit en opposition à l'analyse néoclassique et qui, donc, pendant très longtemps, eh bien, s'est placé sur le terrain des thèmes abordés par l'école néoclassique pour lui apporter la contradiction. Et chez les néoclassiques, eh bien, la question environnementale, écologique, est pareil, est mise au second plan. Donc ça c'est un élément. Un deuxième élément aussi qui a fait que les post-keynésiens ont eu un peu de retard à l'allumage, si je peux parler ainsi, sur cette question-là, ou n'apparaissaient pas comme étant extrêmement légitimes, c'est aussi le fait qu'avec l'idée qu'on met l'accent sur la demande, sur même la croissance économique, on a une approche qui privilégie l'idée de reproduction, contrairement à l'idée de rareté des néoclassiques. Et donc, ça laissait entendre que, alors en plus, comme chez les post-keynésiens, on répète qu'on vit dans un environnement où il y a du sous-emploi, où il y a des capacités de production inemployées, donc il n'y a pas de rareté de ce côté-là. Et ce qui tendrait à montrer que du coup, on peut y aller, on peut utiliser tout ce que l'on veut et pour
engendrer de la croissance économique. Bon. Donc ça, il y avait aussi ce point-là qui faisait que bon, chez les post-keynésiens n'apparaissaient pas de prime abord comme les mieux placés pour traiter cette question-là. Alors, il y a eu depuis le début des années 2000, un certain nombre d'analyses qui ont vu le jour quand même dans ce sens-là. Le débat sur la dette publique, justement, remet ça aussi, parce que là, qu'est-ce que l'on dit? Et ce qui rejoint les post-keynésiens, c'est qu'il faut faire de la politique budgétaire d'ampleur, il faut de l'investissement public, un investissement public massif visant à mettre en place et à réaliser cette fameuse transition écologique. Pourquoi? Parce que, ces investissements massifs, le privé ne sera pas en mesure de les prendre en charge, et deux, l'État ou la collectivité, de manière générale, doit avoir une vision à plus long terme, pas simplement une vision de profit à court terme, mais avoir une vision à plus long terme. Donc, où veut-on aller en intégrant, bien évidemment, toute cette dimension et toutes ces contraintes écologiques et sociales, parce que je considère que l'un ne va pas sans l'autre, l'écologique et le social. Si on fait de l'écologique sans social, ça ne marchera pas. Donc, les post-keynésiens ont les éléments. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au sein des post-keynésiens, certains vont effectivement tirer ce fil-là et montrer qu'on peut tout à fait, que l'analyse post-keynésienne peut tout à fait s'intégrer dans une démarche écologique, parce que quand on dit « ok, le rôle de la demande est important », mais on peut aussi choisir quelle demande et quelle production pour satisfaire cette demande, et selon quel type de processus de production, moins polluant, etc. etc. Keynes lui-même, moi j'avais fait il y a quelques années un papier là-dessus où j'essayais de voir, il semblait voir quelques intuitions. Évidemment, ce n'était pas du tout l'objet au moment de Keynes, la question de l'environnement, etc. Mais il y avait quand même quelques idées. L'idée qu'il ne fallait pas avoir non plus un libre-échange à tout va, et que Keynes disait, à chaque fois que c'est possible et raisonnable, il faut produire localement, etc., etc. Donc, ça fait écho avec des problématiques que l'on a aujourd'hui. Alors, c'est vrai que chez certains post-keynésiens, il y a quand même encore cette idée que la croissance économique peut être un vecteur. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut en finir avec cet imaginaire de la croissance économique, ce qui revient quand même au fondement des post-keynésiens. L'idée que ce qui prime, c'est la répartition de la richesse, qui est beaucoup plus important que la croissance économique. La croissance économique n'a pas à être un but en soi, mais c'est éventuellement un moyen. Et d'ailleurs, on pourrait revenir là-dessus à ce que disait Abba Lerner avec son concept de finance fonctionnelle, où l'État doit définir des objectifs. Alors pour lui, c'était la satisfaction, c'était arriver au plein emploi tout en limitant l'inflation. Et que, du coup, ça, c'était l'objectif. Si ça nécessitait un déficit budgétaire, si ça nécessitait une dette publique importante, et que ça se faisait avec... ce n'était pas un problème. Et moi, j'ajouterais, si ça se fait avec plus de croissance ou moins de croissance, peu importe. La croissance économique, c'est une convention. Ce n'est pas un objectif, c'est éventuellement un résultat, mais il faut arriver à changer la focale, et je pense que là-dessus, les post-keynésiens ont tout à fait leur mot à dire. Et j'ajoute un dernier mot. Un des piliers du post-keynésianisme, je parlais de Michal Kalecki, a été un des grands inspirateurs d'un des principaux théoriciens de ce que l'on a appelé l'éco-développement, un théoricien qui s'appelle Ignacy Sachs, qui a été un des proches collaborateurs dans les années 60 à Varsovie de Kalecki, et qui revendique sa filiation kaleckienne et sa façon d'envisager l'éco-développement, et donc qui est une forme de développement soutenable plus radicale, me semble tout à fait compatible avec une analyse post-keynésienne.
Merci pour votre réponse, Eric Baird. On va passer au thème suivant sur la question de la finance. Mais avant de passer à 100%, on a une question un peu transition. On parle beaucoup aujourd'hui de finances vertes, d'investissement vert. Donc, je voulais vous poser une question, Virginie Monvoisin. Est-ce une solution alternative pour la transition écologique? Alors là aussi, la question est vaste parce que si on commence à vouloir essayer de quantifier les besoins pour la transition écologique et donc les financements que ça nécessite, on sait que les montants sont absolument énormes. Donc, qu'est-ce qui est mobilisé actuellement? Alors actuellement, il y a effectivement ce qu'on appelle la finance verte. On va avoir beaucoup de mécanismes de marché, dans le sens où on a sur les marchés financiers, le marché du carbone, par exemple. On va avoir également le système fiscal de bonus-malus, taxes aux plus pollueurs-payeurs, etc. Et puis, il y a aussi les obligations vertes, les green bonds. Pardon, j'allais oublier, en ce moment, on en parle beaucoup, les green bonds. Donc, c'est la possibilité d'acheter des titres financiers qui, soi-disant, donc, aident une entreprise à faire la transition écologique. Bon, ces mécanismes de marché, on sait au moins pour ce qui est du marché du carbone qui existe depuis 10-15 ans que ça ne marche pas, ça marche très peu compte tenu des sommes dont on a besoin. Donc, un bon keynésien et un bon post-keynésien vous dirait qu'il faut de l'impulsion public, de financement public pour vraiment injecter l'argent qu'il faut pour la transition écologique. Donc la finance verte, je vais tuer le suspense tout de suite, ça ne marche pas, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas avec du crowdfunding vert qu'on va arriver à faire de la transition écologique. C'est fort sympathique, j'aime beaucoup le crowdfunding, mais vraiment, au vu des enjeux, ce n'est pas assez. Merci pour votre réponse. On va passer à... Courte, vous l'aurez remarqué. Oui, très bien synthétisé. Du coup, on a une question en particulier sur la taxation financière. On parle beaucoup de taxe Tobin qui date des années 70. On parle aussi beaucoup de l'ATTAC, l'association pour les taxations financières. Nous, on voulait savoir qu'en pensent les économistes post-keynésiens sur cette question. Waouh. C'est pour qui la question? C'est pour Virginie Monvoisin, du coup. Désolé. Vous avez envie de m'achever, c'est ça. Bon, on parle que des trucs qui ne marchent pas, sinon on peut faire ça aussi. Bon, la taxation sur les transactions financières, c'est ça dont il s'agit, la taxe Tobin. Alors, sur le principe, pourquoi pas. En revanche, ce que les post-keynésiens décrivent très, très bien, c'est la question de la financiarisation de l'économie. Et la financiarisation de l'économie, c'est deux phénomènes. C'est à la fois la sphère financière qui devient énorme, qui devient quasiment incommensurable. Alors, selon les chiffres, ce serait 5 fois le PIB mondial, c'est un espèce de monstre comme ça qui n'a plus rien à voir avec l'économie réelle et qui tourne sur elle-même, quoi. Donc la financiarisation, c'est à la fois cette sphère financière qui devient énorme, mais c'est aussi la contamination des pratiques financières dans l'économie réelle. Exemple, on va fermer un site industriel parce que sa rentabilité est bonne, mais elle n'est pas assez bonne par rapport à un autre site, etc. Donc, on regarde la rentabilité financière et on ne regarde pas la rentabilité économique de l'unité de production. Donc, la taxe sur la finance, elle devrait
donc, encore une fois, c'est sympathique, mais les post-keynésiens vont peut-être plutôt nous parler de re-réglementer le système bancaire, la séparation des banques de dépôt, des banques d'affaires, re-réglementer aussi. Il y a des tas de produits financiers qui sont absolument délirants. Moi, quand j'explique ça à mes étudiants, je me prends 1 heure ou 2 pour expliquer certains titres. Il y a, notamment avec le trading haute fréquence, où maintenant on a des pratiques hallucinantes comme le spoofing. Regardez ce qu'est le spoofing, c'est rigolo. Mais le problème, c'est que oui, c'est rigolo, mais c'est d'une opacité sans nom. Donc, c'est pas en mettant une taxe à droite à gauche qu'on va arriver à faire quoi que ce soit. Ça permet éventuellement de dégager de l'argent pour faire des choses, et Attac, ils ont raison de porter ce projet-là, mais c'est très très loin d'être suffisant pour ralentir cette financiarisation, les effets néfastes qu'elle a sur l'économie réelle. Comme j'ai donné l'exemple des unités de production, mais j'aurais pu vous donner plein d'autres exemples concernant notamment la gouvernance des entreprises, où on raisonne à très court terme, on n'innove plus pour faire plaisir aux actionnaires. Merci beaucoup. Et donc, un dernier thème pour finir, et ensuite on passe directement aux questions. C'est pour vous, Jean-François Ponceau. Sur l'inflation, on parle beaucoup de l'inflation comme une bête noire. Le mandat des banques centrales est de maintenir le taux d'inflation au plus bas. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée? Et est-ce que l'inflation, c'est vraiment mauvais? Et à quoi serait-elle due selon l'économie post-keynésienne? Ouais, je vais aller assez vite parce que l'inflation pour les post-keynésiens, c'est pas la bête noire, hein, pour reprendre votre expression qui est vraiment très bien. Bon, l'inflation, quand ça existe vraiment et qu'elle est forte, c'est un problème. Hein. Si vous demandez à vos camarades, je suis sûr que parmi vos camarades étudiants, vous avez des étudiants qui viennent de pays en développement qui ont connu des phases d'hyperinflation ou de très forte inflation. Et c'est clair que ça génère un chaos économique, voire politique parfois. Hein. Voir par exemple la situation du Venezuela ou du Zimbabwe en ce moment, par exemple. Donc, l'inflation peut être un problème quand elle devient hyperinflation. Aujourd'hui, il y a une espèce de paranoïa autour du retour de l'inflation, qui est complètement, à mon sens, absurde. Il va sans doute y avoir effectivement un petit peu d'inflation aux États-Unis s'il y a un début de reprise économique, mais s'il y a de la croissance économique et de l'inflation en même temps, enfin, c'est logique, enfin, c'est pas un problème, quoi. Bon. En revanche, ce qui est intéressant chez les post-keynésiens, c'est que eux, ils considèrent que toutes les approches standards, en tout cas l'approche monétariste ou inspirée de la théorie quantitative de la monnaie, sont erronées, et les études empiriques leur donnent raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal, pour ceux qui essaieraient encore de le faire, à démontrer que lorsqu'on a une augmentation de la monnaie créée, entre guillemets, par la Banque centrale, eh bien, ça va générer de l'inflation, voire de l'hyperinflation. Et pourtant, il y a des économistes sérieux qui croient encore à ça, hein, encore aujourd'hui, en 2021. C'est assez problématique. Pour les post-keynésiens, l'inflation, c'est autre chose. C'est plus se considérer comme un rapport social. Là, je renvoie au super chapitre du bouquin. C'est Jonathan Marie et puis Sébastien Charles, je crois, qui avaient fait ce chapitre sur l'inflation, qui est vraiment excellent. Très, très bon chapitre pour comprendre ce que disent les post-keynésiens là-dessus. C'est un rapport social. L'inflation, c'est lié à des coûts de production qui augmentent. Ça peut être lié, par exemple, à l'augmentation du prix des matières premières. Il peut y avoir aussi un effet pass-through, c'est-à-dire c'est le taux de change, la variation du taux de change qui peut avoir un impact indirectement sur l'inflation, notamment sur les prix des biens importés. Bon, voilà. Après, on peut toujours essayer de continuer à explorer l'inflation en termes de rapport, de rapport social. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais en tout cas, d'un point de vue économique, l'inflation, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens chez les post-keynésiens. Alors néanmoins, ça reste une obsession. Parce qu'il y a eu l'influence de la théorie monétariste, parce qu'il y a eu l'influence de la nouvelle économie classique, hein, qui a beaucoup influencé les approches en termes d'indépendance de la Banque centrale. Donc ça, c'est tout le consensus un peu ancien maintenant des années 90. Bon, tout ceci aujourd'hui est dépassé. Hein. Aujourd'hui, la Banque centrale, on voit bien que l'indépendance de la Banque centrale, ça n'a plus vraiment de sens. Les post-keynésiens préconisent une banque centrale accommodante, c'est-à-dire que la Banque centrale doit être toujours en mesure, c'est l'approche de la monnaie endogène, hein,
doit être toujours en mesure de fournir la liquidité dont a besoin le système bancaire, parce que si elle ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va générer de fait une crise de liquidité, éventuellement une crise bancaire, et donc elle va nuire aux intérêts de l'économie productive. Donc c'est assez simple, en fait, finalement, l'approche de l'inflation chez les post-keynésiens. Le rôle de la Banque centrale, c'est essentiellement s'assurer qu'il y a assez de liquidité dans l'économie, maintenir des taux d'intérêt bas, plutôt bas, mais évidemment, ça ne suffit pas à avoir un impact expansionniste. Après, chez certains post-keynésiens, il y a des travaux récents qui insistent sur l'élargissement du mandat de la Banque centrale. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, ça renvoie à un post-keynésien ancien qui était très intéressant, qui s'appelait Kaldor, hein, le carré magique de Kaldor. Vous avez dû voir ça dans vos études. Il y avait plusieurs objectifs assignés à la politique monétaire et au rôle de la Banque centrale. Je pense qu'il faut revenir à une conception de la Banque centrale qui va dans ce sens-là, avec aujourd'hui peut-être d'autres objectifs à ajouter. Bon, la stabilité financière, ça a été fait depuis 10 ans, mais effectivement, revenir sur une banque centrale capable de faire du financement monétaire du déficit budgétaire et donc indirectement permettre au gouvernement de mener des politiques de long terme. Alors, petit point pour terminer là-dessus. Dans votre message, vous m'avez parlé de MenQ. Vous n'avez pas posé la question sur MenQ. Bon, je dirais juste quelques mots sur MenQ. Je vais mettre dans le chat la référence d'un super billet de poste par Martin Anotta, qui a traduit un petit travail, une petite note qui avait été publiée par Peter Bofinger en janvier dernier, qui s'est amusé à répertorier les 10 erreurs fondamentales dans le manuel de macroéconomie de MenQ. Donc je vais mettre ça dans le chat parce que justement parmi une des erreurs qui apparaît dans ce manuel, il y a cette idée selon laquelle effectivement l'inflation c'est un problème et on pourrait même, enfin c'est assez étonnant, MenQ dit même que à travers la déflation on pourrait avoir de la relance économique. Effectivement, je voulais aborder MenQ avec la continuité de cette question sur la déflation. Est-ce que, quel est l'avis des post-keynésiens sur cette question? Et est-ce que ça pourrait permettre, du coup, comme affirme MenQ dans son... J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec votre réponse, mais est-ce que ça pourrait permettre de sortir de la récession comme il l'affirme dans son manuel de macroéconomie? Non, pas du tout. En plus, c'est quand même une approche qui est fondée sur un modèle qui est inspiré d'ISLM indirectement. Donc, pour les post-keynésiens, ça n'a pas de sens de raisonner comme ça. Enfin, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais voilà, les post-keynésiens raisonnent différemment et donc, évidemment, ils ne peuvent pas être d'accord avec MenQ. Désolé de répondre de façon expéditive comme ça, mais bon, j'ai mis dans le chat la référence au poste que je mentionnais. Hein. Il y a tout là-dedans, c'est vraiment très bien fait. Super, merci, c'est top. Merci à vous d'avoir répondu à notre question et d'avoir répondu présent à notre appel. Et du coup, on va passer directement aux questions avec une première question qui vient du live de Mathieu. Est-ce que si l'inflation revient des États-Unis, on pourrait revoir des taux d'endettement des pays monter et donc ça aurait un impact négatif sur la dette publique? Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut se lancer? Peut-être vous, Eric Bert, comme vous avez répondu sur le thème de la dette. Alors, pardon, j'ai pas entendu. Pas de problème. Donc, la question était, est-ce que si l'inflation revient des États-Unis, on pourrait revoir les taux d'endettement des pays monter et donc il y aurait un impact négatif sur la dette publique? Ça serait plutôt le contraire. C'est que s'il y a de l'inflation, l'inflation, c'est la perte de valeur de la monnaie aussi. Donc, s'il y a de l'inflation, ça veut dire que vous allez, votre dette, elle va perdre de sa valeur. Donc, c'est aussi pour ça que les néoclassiques, de manière générale, sont si farouchement opposés à l'inflation, parce que pour eux, le moteur du financement de l'économie, c'est l'épargne. On n'a pas parlé de la relation entre l'investissement et l'épargne, mais qui est au cœur aussi de la révolution keynésienne, à savoir que avant Keynes, on pensait, avec la théorie dite des fonds prêtables, que pour financer l'investissement, il fallait avoir une épargne préalable. Et donc, on comprend dans ce cas-là que
on comprend les politiques néolibérales, à savoir, il faut favoriser l'épargne des ménages. Donc, eh bien, quels sont les ménages qui ont le plus d'épargne? Les plus riches, donc politique fiscale baissant l'imposition sur les plus riches. Il faut favoriser l'épargne publique, donc réduire les déficits par des politiques d'austérité. Il faut favoriser l'épargne des entreprises, c'est-à-dire leurs profits, par des politiques d'offres et de compétitivité. Alors que du côté… donc, évidemment, dans ce cas-là, s'il faut mobiliser l'épargne, il faut lutter à tout prix contre l'inflation parce que l'inflation, elle fait perdre de la valeur à la monnaie. Donc, l'épargne devient de moins en moins intéressante. À l'inverse, chez les keynésiens et les post-keynésiens, l'investissement va être financé par l'endettement. Et donc, justement, au contraire, l'endettement est une façon mécanique de réduire le poids des dettes. Donc, c'est pour ça aussi que les post-keynésiens ne voient pas forcément d'un mauvais œil l'inflation. Alors, évidemment, tant que ça reste, si on est à des taux d'inflation qui sont à 50, 80, 100%, évidemment que c'est un problème. Mais s'il y avait une inflation de 5%, de 6%, sincèrement, je pense qu'on ne s'en porterait pas plus mal, que ce ne serait pas un drame, et que, en particulier, ça permettrait de réduire aussi mécaniquement le poids de la dette. Merci pour votre réponse, Eric Baird. Il y a une question sur le Zoom de M. Zaharia qui demande comment délivrer la BCE du travail de Pénélope que constitue le QE. Et ensuite, il demande n'est-ce pas de rétablir la séparation bancaire et que pensent les post-keynésiens de la séparation bancaire? Si quelqu'un veut bien se lancer. Moi, je veux bien sur la séparation bancaire, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, c'est-à-dire, effectivement, on est plutôt pour dans la mesure où, comme je l'expliquais tout à l'heure et comme Jean-François l'a rappelé, c'est-à-dire que la monnaie est là pour soutenir la création monétaire, est là pour soutenir l'activité économique, la demande effective. Donc, si les institutions, les organismes, que sont les banques privées, pouvaient être un peu plus saines et pas aller spéculer sur les marchés financiers, ce serait pas mal, quoi. Enfin, donc, effectivement, on est plutôt pour. Mais concernant le QE, c'est très compliqué d'imaginer que, plus que le QE, les taux d'intérêt bas, c'est très difficile d'imaginer que les banques centrales sortent de ça à court terme. Vraiment, là, on va être très keynésien. L'incertitude est tellement forte que il faut vraiment essayer de stabiliser le système financier, le système bancaire au maximum. Et là, relever les taux, c'est absolument inimaginable. Merci beaucoup. Donc, pour continuer, une autre question du live Twitch. Quel est le rapport que les post-keynésiens entretiennent avec le marxisme, autre que la prise en compte de l'histoire dans l'analyse? Eric, tu veux répondre, non? Non, vas-y, je pensais que tu allais rebondir. Non, avec les marxistes, on a une proximité avec certains marxistes qui est évidente, hein. Je pense à des économistes et amis comme Cédric Durand, hein, qui est un économiste vraiment très important, qui fait des super travaux. Bon, on voit bien qu'il y a une proximité. Alors, il y a des points de désaccord sur pas mal de choses, mais il y a une proximité sur aussi beaucoup de choses. Enfin, je trouve que l'élément le plus évident pour la période contemporaine entre les marxistes et les post-keynésiens, c'est la question de la financiarisation, finalement. Les régimes d'accumulation financiarisée dont parlent les régulationnistes, finalement, on retrouve ça dans une certaine mesure chez les marxistes, avec une vision peut-être un peu plus critique. Mais on trouve aussi ça chez les post-keynésiens, finalement. Après, évidemment, il y a toujours cette opposition d'un point de vue projet politique entre les keynésiens purs et durs et les marxistes. Hein. Souvenez-vous ce que disait Keynes à propos de Marx. Hein. Il prétendait qu'il n'avait pas lu Marx, ce qui est assez étonnant. Et puis surtout, c'était le projet politique
du marxisme et du communisme qui gênait qui gênait Keynes. Hein. Il défendait plutôt la classe bourgeoise. Hein. Donc évidemment, en termes de projet politique, c'est pas compatible avec le projet politique marxiste. Néanmoins, après, il y a des différences, on peut insister sur les différences. Sur la monnaie, c'est clair qu'il n'y a pas du tout la même vision chez les marxistes et chez les post-keynésiens. Hein. Donc il y a des divergences, mais il y a aussi des convergences, et c'est toujours avec plaisir que les post-keynésiens débattent ou travaillent avec des marxistes. Je peux juste rajouter un mot, parce que la théorie de la régulation en particulier est une sorte de synthèse entre les post-keynésiens et les marxistes. Hein. Donc il y a pas mal de choses en commun. Keynes adopte la théorie de la valeur travail, hein, aussi dans la théorie générale. Et puis autre chose, l'autre auteur là, sur lequel je reviens encore, Michal Kalecki, qui est un peu le deuxième grand pilier de sources d'inspiration des post-keynésiens, arrive aux mêmes conclusions que Keynes. Keynes formé par Alfred Marshall, donc formé à l'école néoclassique, et Kalecki, en Europe de l'Est, formé à l'école marxiste. Et ce qui est intéressant chez Kalecki, qui est moins présent chez Keynes, c'est justement toujours de mettre en avant les questions de rapport de force, de rapport de classe, et d'opposition entre capital et travail, et donc des questions de répartition. Et c'est en ça, je pense, qu'il est intéressant aussi pour les post-keynésiens, parce que cette dimension-là de rapport de force, de rapport de domination est beaucoup moins présente chez Keynes. Et du coup, Kalecki, mais Robinson aussi, tire un peu les post-keynésiens, rapproche un peu les post-keynésiens des marxistes de ce point de vue-là. Merci pour votre réponse, Eric Bert et Jean-François Ponceau. J'ai une question de Florian Le Breton du Zoom. Sans faire de raccourci, une politique post-keynésienne n'entraîne-t-elle pas toujours une hausse de la consommation? Or, cela n'est-il pas contraire aux enjeux de la transition écologique, à l'inverse de la décroissance? Comment faire? Je peux bien répondre vite fait. Une vraie politique keynésienne, ce n'est pas augmenter la consommation. Hein. Contrairement à l'image que l'on a du keynésianisme, qui est de dire il faut stimuler la consommation. Non. Keynes le dit lui-même, ce qu'il faut, c'est stimuler l'investissement public. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, l'investissement public, on peut tout à fait l'orienter dans des voies qui vont être tout à fait soutenables, écologiquement responsables, socialement équitables, etc. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et je dirais même que Keynes, dans un échange épistolaire qu'il avait eu avec le poète T.S. Eliot en 1945, avait prôné même la réduction du temps de travail, qui est aussi une idée très largement mise en avant par les partisans d'un développement plus soutenable. Le fait de travailler tous pour travailler moins, travailler mieux, etc. etc. Et Keynes disait dans cette correspondance qu'il y avait 3 moyens pour atteindre ces objectifs, qui étaient agir sur la consommation, sur l'investissement ou sur la réduction du temps de travail. Et il considérait d'ailleurs, donc là c'est en 1945, à la fin de sa vie, il considérait que la réduction du temps de travail était un élément important. Donc, évidemment, si on voit le keynésianisme comme le keynésianisme des années 70, où c'est juste on dépense et on ne regarde pas à quoi, et puis chacun produit n'importe quoi, consomme n'importe quoi, voilà. Mais le keynésianisme, ça peut aussi être, et ça doit être au XXIe siècle, de l'investissement public massif, mais ciblé, avec des choix collectifs et démocratiques faits vers la transition écologique, vers la réduction des différentes pollutions, etc., etc. Donc, après, ce sont des choix politiques. Il y a les outils, après, ce sont des choix politiques. Si je peux ajouter quelque chose rapidement concernant la consommation,
il y a aussi le fait qu'on consomme actuellement des produits importés, produits à bas coût, etc. Quand on consomme bio, quand on consomme local, ce sont des biens qui sont plus chers. Donc, aller uniquement sur imaginer que la transition écologique se fera uniquement par la baisse de la consommation, il faut aller dans le qualitatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on consomme. Ça se trouve, on consommera des biens qui vaudront plus cher, donc qui feront augmenter le volume mécaniquement de la consommation, ce qu'elle représente, par rapport à des vêtements qui sont fabriqués en Chine, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Merci beaucoup. Et donc, j'ai une dernière question du live Twitch. Qu'est-ce que les économistes post-keynésiens ont à dire sur l'euro et sa rigidité, le manque de consensus au monétaire au sein de la zone euro, etc., etc. On te la laisse, Vas-y. moi, je dis on te la laisse, celle-ci. Bah bien, bah voyons, j'allais le dire. Alors, l'euro, bon, d'un point de vue technique et institutionnel, l'euro est une monnaie incomplète, dans le sens où, d'un point de vue purement institutionnel, sa construction fait qu'elle ne correspond pas à comment une monnaie est mise dans un système bancaire, etc. Donc, il y a quelque chose de très incomplet dans l'euro. Et on est un petit peu au milieu du gué, notamment si on voit son articulation, alors c'est moins vrai en ce moment, mais son articulation avec la politique budgétaire, où normalement l'institut qui émet la monnaie légale, voilà, normalement on pourrait penser qu'il y a un policy mix avec la politique budgétaire. Donc il y a beaucoup à dire sur l'euro. Personnellement, je suis extrêmement critique et je ne vois pas d'amélioration, donc je suis critique. Mais là, après, il y a des positions très diverses parmi les post-keynésiens. Donc là, je viens de mettre mon avis, mais ça se trouve, Eric et Jean-François auront des positions différentes. Juste un mot. La façon dont s'est construite l'Union européenne est aux antipodes de la vision post-keynésienne. Puisque tout à l'heure, on disait que l'important, c'était la politique budgétaire et que la politique monétaire devait être accommodante et servir la politique budgétaire. L'Union européenne et l'euro, la façon dont l'euro fonctionne a été faite complètement à l'opposé de cette idée-là. Puisqu'on voit bien, on ne parle que de politique monétaire et avec des critères qui ont eu pour objectif de corseter la politique budgétaire et d'empêcher toute politique budgétaire d'ampleur, avec l'idée que seul doit compter, le rôle principal est donné à la politique monétaire, et en plus mené par une banque centrale indépendante. Donc là, on est vraiment, c'est l'antithèse de ce que proposent les économistes post-keynésiens. On a une politique budgétaire qui est donc dépendante de la politique monétaire et qui est limitée par la politique monétaire. Et par une politique monétaire indépendante. L'indépendance des banques centrales, ce n'est pas du tout la tasse de thé des post-keynésiens. Et donc, au contraire, une Union européenne post-keynésienne, ce serait une Union européenne où on aurait peut-être un budget fédéral, éventuellement européen d'ampleur, avec autorisation de déficit, et une banque centrale qui serait non pas indépendante, mais qui serait mise au service de la réalisation de politiques budgétaires d'ampleur, ce qui n'est pas du tout le cas malheureusement. Bon, après, sur l'euro, il faut savoir aussi que l'avis, le positionnement des uns et des autres dépend aussi de leur positionnement politique. Chez les post-keynésiens, vous allez trouver des post-keynésiens qui sont, qui étaient, ou qui sont encore, pour la sortie de l'euro. Et puis d'autres, au contraire, qui sont très fédéralistes. Donc là, c'est plus l'influence du projet politique qui joue beaucoup. Alors ça me fait penser à un truc, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, mais sur la question de l'euro, c'est une bonne question parce qu'on est à la fois dans l'économie internationale et sur des méthodes de travail utilisées pour les post-keynésiens qu'on n'a pas mentionnées. Permettez-moi de dire quelques mots là-dessus quand même, peut-être. En économie internationale, c'est vrai que c'est un peu le talon d'Achille des post-keynésiens.
y a beaucoup de bouquins super intéressants post-keynésiens, mais il n'y a pas de manuel d'économie internationale post-keynésienne, ça manque ça. Hein, bon, après, ça ne veut pas dire que les post-keynésiens n'ont rien à dire en économie internationale. Il y a beaucoup de choses. Alors, ils sont plutôt sur les questions monétaires, hein, par exemple, réforme du système monétaire international, des choses comme ça. Ils insistent aussi beaucoup sur le fait qu'en économie mondiale, aujourd'hui, on incite les pays à développer des stratégies néo-mercantilistes, c'est-à-dire accumuler des excédents, chercher absolument l'excédent commercial. Bon, donc ils ont quand même beaucoup de choses à dire, les post-keynésiens, là-dessus. Sur les méthodes, oui, je pensais à ça parce que je voyais dans le chat ce que disait Dany. On n'a pas parlé des modèles stock-flux, qui est quand même une approche très intéressante, hein, en termes de modélisation développée par les post-keynésiens. Ce que font pas nécessairement tous les économistes hétérodoxes, c'est quand même une spécificité au post-keynésien. Et justement, la modélisation stock flux cohérent a été largement mobilisée sur les questions d'euro et de déséquilibre interne à la zone euro. Il y a beaucoup de travaux là-dessus qui ont été menés ces dernières années. Merci pour votre réponse, Jean-François Ponceau, et même à tout le monde. Il est 20h35. On va donc finaliser cette conférence. Merci à tous d'être venus. Il y a eu un pic au total de 220 spectateurs, ce qui est énorme. Merci à tous. Merci à Mathieu Coq qui a rediffusé depuis sa chaîne Twitch. On le remercie. On le remercie beaucoup. Allez SEB de mettre des dons, je sais pas. Et ensuite, merci aux 3 intervenants, Eric Baird, Jean-François Ponceau et Virginie, mon voisin. Merci à Jonathan Marie qui, sans ses contacts, ces conférences n'auraient jamais eu lieu. Merci aussi à Dany Lang, notre professeur de macroéconomie. Et merci aussi à Géomi, au président Axel Désira, qui nous a beaucoup soutenus. Aussi, merci à tout le monde, en fait. Merci à tout le monde. Et voilà. Merci à vous. Et merci de la part d'un spectateur enthousiaste. C'est un privilège de vous avoir écouté. Merci aux organisateurs. Merci aux organisateurs, c'était super, bravo. Ah oui, bravo, c'était génial. Franchement, c'était génial. C'est une très belle. Bravo. Bravo, super. Mathieu Coq. Très intéressant. Merci merci Jean-François, merci Virginie. Mathieu, il est tout le temps en train de suivre et présent à des conférences que je donne. Il faudra un jour qu'on discute. Voilà, merci. Bravo. Super. Il y a un bar, non, maintenant, pour l'apéro, ou comment ça se passe? Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça me manque. C'est ça le problème. Parce que moi, je tourne à l'Orangina depuis tout à l'heure. Donc, bon. Vous savez, moi, ce que j'aime beaucoup chez Ken, c'est qu'il disait qu'on va résoudre la question économique et donc on pourra s'occuper des choses importantes, à savoir les œuvres d'art, l'amour, Les voyages. Les voyages et surtout les bons vins. Et là, bon. Mais c'est pour 2030, hein. C'est dans 10 ans. Voilà. Donc dans 10 ans, c'est bon. Le problème économique est réglé. Ben voilà. On prend le pouvoir et tout va bien. Merci Léa et Ciao d'avoir organisé ça. C'était génial. Merci et bravo. Hein. Merci. Bravo. Merci, ouais, Merci super. à vous d'être venus. Merci à vous. Super cool, bravo. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.